Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01. Merci de nous rejoindre. Ce soir, nous serons accompagnés d'Amdeloa Soumaïla. Bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir à tous. Responsable départemental jeune UMP, nous parlerons avec vous de l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. On en parle, rien ne change malgré les annonces de la mairie de Mamoudzou. Les caniveaux de Kaweni sont de plus en plus décriés. Des poubelles à ciel ouvert, des odeurs nauséabondes et une situation dangereuse dénoncée par les habitants. Les médecins de Mayotte demandent des mesures concrètes pour relancer l'attractivité du territoire. Les cabinets médicaux continuent à être surchargés. Les Mahorais en ont assez. La pénurie est due, on le rappelle, à un manque d'attractivité et les derniers cambriolages et agressions n'arrangent rien à la situation. Les médecins sonnent à nouveau la sonnette d'alarme. Et puis depuis vendredi, les auto-écoles françaises sont en grève afin de protester contre la loi Macron visant à déréglementer la profession. Alors que la pression est maintenue en métropole, à Mayotte, le mouvement s'organise. Une opération escargot est prévue pour vendredi. Mais avant de développer tous ces titres, l'image insolite du jour. Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi à Kaweni. Le conducteur d'un véhicule prenait la direction du commandant Passo. Il s'est endormi tout simplement au volant de son véhicule qui roulait à une heure de pointe. Le chauffeur a traversé la chaussée pour atterrir dans la mangrove. La marée était basse et la voiture s'est plantée dans la vase. Fort heureusement, aucun dégât du côté du chauffeur. La voiture, comme vous le voyez, a dû subir quelques désagréments. La population est venue pour aider le jeune conducteur à essayer d'avancer ce véhicule. Voilà, un jeune conducteur souriant. Plus de peur que de mal, la voiture a pu être dégagée de la mangrove. Et puis à Kaweni, toujours la crainte de retrouver un enfant sans vie ressurgit avec l'image de la dégradation constante des caniveaux. Plus qu'un passage d'évacuation des eaux pluviales, ces caniveaux sont de véritables déchetteries à ciel ouvert. De nombreuses larves s'y développent avec la stagnation des eaux des égouts du quartier. Reportage de Shakil Essouf et Fred Souleymana. C'est un véritable SOS qui est lancé par les habitants de Kaweni. Il y a urgence, le spectacle quotidien de ces caniveaux remplis de déchets et d'eau usée du quartier inquiète les habitants. Ils en appellent au service de la mairie pour nettoyer le secteur. Les personnes âgées et les nouveau-nés sont les plus vulnérables face à cet environnement propice au développement des larves et donc des maladies. Manunda singilia mandana nazaza na maradia peu pali zisingi zaolwa yeti ndongwamba ya haki yo madare nditarla na aireso ndarwa ile zanyo ngwamba yeti problem zao mana yo problem ya la mero gbeja funku avu kati mwana wajidze voa jade para sentongor dezo hello. Cette situation n'inquiète pas seulement les parents, les jeunes se sentent également très concernés. Grâce aux associations, ils réalisent des actions de ramassage pour lutter contre les déchets. Et s'il faut prendre en main le quartier, ils souhaitent être embauchés en contrat unique d'insertion et entretenir les caniveaux de Kaweni. Et ce, afin de sensibiliser les habitants sur les risques de la pollution visuelle et olfactive des déchets. C'est pas une bonne image pour nous, les gens de Kaweni et les citoyens. Enfin, nos maires, ils font pas leur boulot comme il le faut, quoi. Parce que maintenant, les gens, ils passent ici, ils voient tout ça, ils disent c'est dégueulasse, les gens qui habitent ici, ils prennent pas soin d'eux, alors que c'est toute la population, quoi. Il faut mettre des trucs pour bloquer tout ça, quoi, qui rentrent pas dans les caniveaux. Contactés, les responsables de la mairie n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils indiquent néanmoins qu'un projet de construction de lavoir pour les familles est en cours de réflexion. Ils expliquent encore que l'ensemble de ces déchets sont jetés lorsque les familles lavent leur linge dans les rivières. La DEAL et l'ARS sont informés de la situation. Mais les riverains, eux, ne sont pas très patients. Ils ne supportent plus cette situation car tous les jours, des petits écoliers empruntent ce trottoir pour aller à l'école. Il y a quelques jours, les pompiers ont même dû intervenir pour sortir un de ces enfants de ce caniveau.
On en parlait dans notre précédente édition. L'attractivité du territoire est de plus en plus remise en question avec ces cambriolages et ces agressions à répétition. L'une des conséquences les plus désastreuses, c'est le manque de médecins. Les médecins ne se bousculent toujours pas pour se rendre à Mayotte. D'ici la fin de l'année, la situation sera critique si rien n'est fait, préviennent les praticiens. Myriam Issoufali. Mayotte serait-il un repoussoir pour les spécialistes de la santé? Le nombre de médecins installés sur l'île décroît. Les cabinets médicaux sont saturés. Actuellement, à Mayotte, il est difficile de se faire soigner, tout simplement. J'arrive en avance pour qu'on me prenne tout de suite, mais il y a toujours une attente d'une demi-heure ou 1 heure, même 2 heures. 10 des 17 communes de l'île n'ont pas de généraliste et les spécialistes ne consultent que dans le chef-lieu, Mamoudzou. Les médecins, eux, s'inquiètent du manque de réactivité de la part du ministère de la Santé, notamment pour relancer l'attractivité. Un certain nombre d'avenants de la convention médicale ne sont pas appliqués à Mayotte alors qu'ils sont appliqués à La Réunion. Dites-moi pour quelle raison un médecin voudrait venir s'installer à Mayotte alors qu'il a aussi bien, voire mieux, ailleurs. La qualité des soins se dégrade, les départs sont récurrents. Il y aurait 670 vacations par an à l'hôpital. Les spécialistes parlent à nouveau de désert médical d'ici la fin de l'année. Et puis on a appris hier l'agression de 2 infirmières alors qu'elles descendaient à pied la descente Batolo. Un individu les a accostées et leur a asséné un coup de tournevis afin de s'emparer d'un téléphone. Aujourd'hui, 6 infirmiers demandent à quitter le territoire. Une manifestation pour protester contre le manque de moyens dédiés à la sûreté pourrait être organisée sous peu. Et puis, décidément, l'attractivité de Mayotte, c'est l'expression de la semaine. Mayotte, comment favoriser son développement? Voilà la thématique qui s'est invitée au Conseil économique, social et environnemental à Paris. La délégation du Secours catholique, de Médecins du Monde ainsi que d'apprentis d'Auteuil était venue sur le territoire il y a quelques mois de cela. Cette délégation poursuit donc son travail de terrain. Aujourd'hui, les problématiques de Mayotte doivent être amenées au cœur des instances nationales, selon Christophe Venier, délégué départemental du Secours catholique de Mayotte. Je vous propose de l'écouter. On s'aperçoit tous que effectivement Mayotte est un tout neuf département et qu'au niveau national, 10 000 km, c'est loin. Même s'il y a un énorme travail de fait de communication de la part de la société civile, des parlementaires, de nos parlementaires locaux, des instances étatiques diverses et variées, qui font remonter les problématiques de Mayotte. Nous, à l'issue de la mission institutionnelle qui avait été organisée conjointement par nos 3 associations en juin 2014, à l'issue de cette mission, nos présidents nationaux avaient rencontré Jean-Paul Delevoye, donc le président du Conseil économique, social et environnemental, puisque faisait partie de cette mission institutionnelle un conseiller, le professeur Eustache Janqui. Et donc ils ont été sensibilisés à la cause de Mayotte et ont décidé donc aujourd'hui d'organiser au sein de cette assemblée, en présence de l'ensemble des conseillers, une sensibilisation sur Mayotte et sur le développement où interviendront effectivement nos 3 associations durant ce temps, où sera également présent la ministre des Outre-mer, Madame Georges Paul-Angevin. Dans l'actualité également, cette question, comment les prix des pièces détachées automobiles sont-ils fixés à Mayotte? Sont-elles vraiment plus chères qu'en métropole ou encore qu'à La Réunion? Une étude commandée par l'Observatoire des prix, des marges et des revenus et par la préfecture apporte aujourd'hui des éléments d'information. Réalisée par le cabinet Mzé Conseil, elle tord le cou à certaines idées reçues. Les précisions de Camille Leca. Filtre à air, plaquettes de frein ou encore pneus, changer une pièce automobile peut revenir très cher à Mayotte.
Pour un filtre à huile à changer sur une 206 par exemple, là où le prix fixé en métropole est de 8 €, il faudra débourser ici 13 €. Alors comment s'explique cette différence? Principalement par le manque de concurrence, selon Guillaume Jaouen. Le marché des pièces détachées à Mayotte est un marché typique des économies insulaires. Donc c'est un marché avec relativement peu d'acteurs, avec peu de véhicules au niveau du parc automobile mahorais. On est à peu près à 30 000 véhicules à Mayotte. Même par rapport à d'autres économies insulaires, c'est un marché relativement petit. Le marché de la Réunion, par exemple, comporte plus de 300 000 véhicules. Peu de véhicules, donc peu de revendeurs de pièces. Concessionnaires compris, on en compte une dizaine à Mayotte. Mais ce n'est pas tout, si les prix flambent, c'est aussi à cause du coût du stockage. Car l'immobilier d'entreprise coûte très cher, 20 à 30 € du mètre carré contre 7 € sur le reste du territoire national. Face à tous ces paramètres, pour espérer avoir ces pièces au meilleur prix, il faut taper à toutes les portes. Les conseils de bon sens, c'est de réaliser plusieurs devis avant de passer commande pour des pièces détachées pour réparer sa voiture. Donc de faire jouer la concurrence qui existe sur Mayotte, de peut-être aussi regarder les prix qui sont pratiqués par la vente sur Internet ou la vente en métropole. Autre résultat marquant de cette étude du cabinet Mzé Conseil, les écarts de marge selon les modèles de voitures. Ainsi, si vous possédez un véhicule dit haut de gamme comme un Dacia Duster ou encore un Nissan Qashqai, la part de marge sur certaines pièces peuvent atteindre 91%, alors qu'elle se situe en moyenne entre 10 et 30% sur les deux autres véhicules étudiés, la Peugeot 206 et la Ford Fiesta. En gros, les revendeurs mahorais semblent aussi s'adapter aux revenus des conducteurs. A noter que cette étude de 4 mois a été réalisée auprès d'un panel de 130 consommateurs de plusieurs professionnels du secteur et grâce à 5 ans de statistiques douanières. Les auto-écoles de plusieurs grandes villes de France ont manifesté depuis vendredi contre la loi Macron sur la réforme de permis de conduire. En effet, cette dernière suscite une véritable polémique quant à la suppression du seuil minimal des 20 heures de conduite obligatoire ou encore sur le délai d'attente avant présentation à l'examen. À Mayotte, les gérants d'automobiles ne sont pas restés de marbre face à ce projet de loi. Reportage d'Assinia Moussa et Leslie Vimonet. Aujourd'hui, pour présenter un candidat à un examen, il faut qu'il justifie de 20 heures de conduite minimum. Une exigence qui pourrait sauter avec la nouvelle loi Macron visant à déréglementer les auto-écoles aux grandes dames des moniteurs. Qui retirent la loi ou qu'ils essaient de l'adapter autrement parce que aller chercher des agents de la poste pour venir nous épauler les inspecteurs, déjà ça devient une menace pour le métier d'inspecteur à lui-même. Et concernant aussi le contenu de la loi, par exemple concernant la pédagogie, nous qu'on doit appliquer par rapport aux élèves. Si on enlève les 20 heures et que l'élève au bout de 5 heures, il veut aller à l'examen, on laisse partir à l'examen. Donc là, on la voit directement à l'échec. Au bout de 5 heures, un élève ne peut pas être prêt pour aller à l'examen. Donc c'est pourquoi il faut que nous, on demande pour qu'il maintienne les 20 heures. Parce qu'en moyenne en France, il faut 30 à 35 heures pour un élève qu'il soit prêt pour aller à l'examen. Et si cette mesure dérange les professionnels, elle inquiète aussi les apprentis conducteurs. lazima mtu atoongeza na lera zingine basi katujua ngota mba 20 ambari ngigara marche de namba jingagara lazima rende examen. Pour une personne qui n'a jamais pris le volant, qui sait même pas comment diriger le volant et tout, là je dis que c'est pas une bonne chose. Il faut qu'il fait les 20 heures pour savoir s'il est bon ou pas. Autre point de discorde, le statut des inspecteurs du permis de conduire. La réforme voudrait rendre la profession accessible à d'autres fonctionnaires pour réduire les délais de passage à 45 jours au lieu de 98. Seulement, la qualification de ces agents serait réduite et menacerait l'emploi des inspecteurs déjà en poste. Pour emboîter le pas à leurs collègues de métropole, les auto-écoles mahoraises ont déjà prévu de faire grève ce vendredi.
La campagne des élections cantonales va, il semble, cette année encore amener son lot de surprises et de rebondissements. Seulement 4 binômes investis au Parti socialiste, des dissidents qui font beaucoup de bruit du côté de l'UMP. L'affaire du canton de Sada va-t-elle faire exploser l'unité affichée depuis le début par l'un des partis forts du territoire? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Explication. UMP Mayotte, un parti, 12 cantons officiellement investis et de nombreux candidats qui sortent des rangs pour se lancer dans la course au cantonal avec ou sans étiquette. L'exemple le plus marquant est la situation dans le canton de Sada. Ali Madi et Sabili Mouanaïcha y avaient été investis dans un premier temps lorsque le comité départemental élargi en avait décidé autrement le 24 janvier dernier en choisissant Mohamed Bakar et Mariam Bouana. Derrière ces quiproquos, une guerre de chefs est bel et bien lancée. D'un côté, l'UMP guidée par le chargé de mission Haddadi Andjilani, de l'autre, l'UMP du sénateur Abdulrahman Swalihi. Des discours qui font désordre à quelques semaines du premier tour des élections cantonales. Paris tranchera finalement. Ali Madi et Sabili Mouanaïcha seront les représentants officiels de l'UMP pour le canton de Sada. C'était sans compter sur le camp adverse qui mise toujours sur le recours déposé au siège du parti par Abdulrahman Swalihi. Une nouvelle réunion devrait se tenir pour livrer le résultat. Du côté des partisans du sénateur, on indique déjà que quoi qu'il arrive, tous les candidats choisis iront jusqu'au bout, même si aujourd'hui beaucoup espèrent un peu d'apaisement au sein de la famille politique. Je vous le disais en début de journal, nous sommes donc avec Amdil Wahid Soumaïla. Première question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, bien entendu. L'UMP ici localement est dirigé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par M. Haddadi Andjilani, qui est le chargé de mission en l'absence d'un bureau qui a démissionné, vous vous en souvenez, en 2012. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a un comité départemental élargi. Du coup, en tant que spectateur de cette élection, de ces élections, de ces, on va dire, investitures, on se demande comment ça se passe exactement à l'UMP. Je retiens surtout que ça fait un peu plus de 2 semaines que tous les médias, de manière générale, la presse écrite, la télévision, c'est vrai qu'avec l'UMP, ça fait vendre du papier. L'UMP, ça fait de l'audimat, c'est extrêmement important, mais surtout, ça veut aussi dire que l'UMP, c'est un parti qui est extrêmement important sur ce territoire. Je sais que toutes les présentations qui ont été faites, toutes les discussions qui ont été faites nous obligent et nous engagent. C'est pourquoi nous demandons à l'ensemble de nos militants, à l'ensemble des adhérents de l'UMP de se ranger tous, parce que l'heure est au rassemblement, de se ranger tous derrière les candidats, les 12 binômes qui ont été investis dans 12 cantons. Et donc nous demandons à tous de se ranger derrière ces candidats-là pour nous faire gagner, pour répondre aux attentes des Mahoraises et des Mahorais, parce que c'est ça le plus important. Justement, je vais revenir sur cette question de fonctionnement, parce que du coup, quand on voit cette scission qui se passe en ce moment, on se demande comment fonctionne ce parti politique à Mayotte. En même temps, c'est les journalistes qui en rajoutent. Nous avons, parce qu'on parle de problèmes, alors que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des candidats UMP qui vont partir. Nous sommes présents en tant qu'UMP à certaines élections. Nous sommes dans 12 cantons, sur 13 à Mayotte, nous avons investi, nous sommes présents dans ces cantons. Aujourd'hui, il y a un canton où il y avait un dans certains cantons, il y a bien 2 candidats UMP parfois. Non. Ou alors reconnus comme étant de l'UMP. C'est juste dans le canton de Sada où il y avait un différent. Comme on est un grand parti, comme je l'ai dit, comme on est un parti qui est bien organisé, nous avons envoyé tous les recours, tous les PV qui ont été faits par les différents protagonistes, et l'affaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été tranchée, raison pour laquelle je demande, comme ça d'ailleurs c'est ce qu'on s'était dit, on avait fait une réunion à la mairie de Tsingoni où tous les maires, où tous les membres de bureau ont été présents, et à l'unanimité des membres, nous avons dit que nous allons tous nous ranger derrière la décision qui serait prise par la Commission nationale d'investiture. La décision a été prise notamment pour le canton de Sada. Donc, je demande à toutes et à tous de se ranger derrière tous les candidats qui ont été investis.
Hamdillaoui Soumaïla, on ne peut pas le nier, il y a bien un recours qui a été déposé. Le PV est contesté. On l'a entendu quand on a demandé à ces personnes qui ont déposé ce recours. Ces personnes ont indiqué que ce PV était faussé et que c'est pour ça que ce recours avait été déposé. Je ne sais pas ce que vous appelez recours, mais quand un candidat dans notre famille politique est investi, il n'y a pas de recours. La Commission nationale a décidé, les voix se sont élevées. A investi. Raison pour laquelle je le dis, on peut toujours demander, on peut toujours protester, c'est une chose, c'est un fait. Mais quand la décision est prise, elle est prise pour tout le monde et c'est ce qu'on s'était tous dit. Nous allons tous nous ranger derrière les candidats, pas seulement dans le canton de Sada, mais dans l'ensemble des 12 cantons où nous sommes, l'UMP est représenté avec ses amis du centre. Nous allons nous ranger derrière ces candidats. Encore une fois, j'en appelle à l'unité et au rassemblement, c'est le plus important. Parce que les défis à Mayotte sont extrêmement importants. Donc au lieu de ces petites guéguerres, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. C'est les défis, c'est le social, c'est l'aménagement du territoire, c'est dans ces projets où les entreprises, pour pouvoir créer de l'emploi, il faut qu'on puisse aider ces entreprises. Voilà l'enjeu pour Mayotte de demain. Voilà ce qui nous, en tout cas, l'UMP nous rassemble et va nous rassembler. Donc j'espère que d'ici les 2-3 jours à venir, tout le monde sera rangé derrière les candidats investis. Hamdillaoui Soumaïla, vous ne pouvez pas nier que ces dissidents existent au sein de l'UMP. Ils sont là. Moi, ça fait quelques années que je milite. Leur existence. Ça fait quelques années que je milite au sein de l'UMP. Je sais qu'à un moment donné, malgré les divergences de vues, malgré les positions qu'il peut y avoir, on arrive toujours à s'entendre. Ça, c'est le plus important. Donc, je retiens ce que je dis. Nous avons dit tous. Mais est-ce que vous les reconnaissez, ces personnes? C'est la question. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'il y a eu des réclamations qui ont été faites, qui ont été envoyées à Paris. Les PV ont été envoyés à Paris. La Commission nationale a reçu tous les PV, a reçu toutes les contestations, et puis elle s'est positionnée. Comme on est un grand parti bien organisé, du moment où la décision a été prise, l'enjeu, c'est se ranger derrière les candidats et partir en campagne pour pouvoir gagner les élections. Aujourd'hui, ces personnes qui existent, qui contestent certaines choses, c'est également la frustration qui ressort peut-être de ne pas être entendu, de ne pas avoir suffisamment d'espace pour s'exprimer. En même temps, quand vous êtes dans une grande famille politique, l'unanimité, elle n'existe pas nécessairement. D'ailleurs, elle n'existe nulle part si ce n'est en Chine ou au Japon. Donc, on peut avoir des débats en interne, on peut avoir des positions différentes, on peut avoir des divergences de vues, même sur la rédaction du projet. Donc tout cela, on peut faire valoir ces idées. Il faut les soutenir d'ailleurs, c'est ce qui fait notre force. On est tous différents, même en même temps, on se retrouve devant un projet commun, Mayotte. Voilà ce qui nous engage, voilà ce qui doit engager tous les militants de notre famille politique. Et c'est dans cela où je le fais appel à eux. L'unité, c'est ce qui nous fera gagner, c'est ce qui fera gagner Mayotte, parce qu'encore une fois, les souffrances de nos concitoyens doivent passer au-delà de nos envies, au-delà de nos propres personnes. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui, s'ils continuent dans leur démarche, vont donc se présenter contre leur propre camp? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Est-ce qu'ils risquent d'être exclus de l'UMP? Comme je l'ai dit, on a un parti bien organisé, avec des règles. Donc, du moment où les investitures ont été données, bien entendu, s'il y a des dissidents, parce qu'il y en a eu, je ne veux pas dire qu'il n'y a jamais eu de dissidents au sein de l'UMP, les décisions ont été prises. Donc, s'il y a besoin de prendre des sanctions, je sais qu'on n'en arrivera pas là, mais s'il y a besoin de prendre des sanctions, bien entendu qu'elles sont prises, et bien sûr de manière très organisée, comme nous savons le faire. L'UMP est donc un parti démocratique, selon Hamdillaoui Soumaïla. Merci beaucoup. Et surtout, un parti qui compte beaucoup ici à Mayotte, parce qu'encore une fois, l'enjeu principal, c'est bien Mayotte, c'est bien on aura l'occasion d'en parler, je pense, de cette guéguerre à l'UMP. En attendant, nous, on passe à l'actualité en bref dans votre journal. La ministre de l'Éducation nationale poursuit son vaste plan pour mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l'école. À Mayotte, afin d'aider les publics les plus fragiles, le financement des fonds sociaux des établissements scolaires a été porté à 45 millions d'euros, soit plus de 20% d'augmentation. De plus, un fonds social spécifique cantine permettra de favoriser l'accès à la restauration scolaire pour les publics les plus défavorisés. Enfin, concernant les risques de repli chez les jeunes, une première formation des corps d'encadrement de l'éducation nationale se tiendra les 5 et 6 mars 2015 à l'ESEN afin d'aider à identifier les signaux de risque de radicalisation et le phénomène d'embrigadement.
L'affaire IBS rebondit une fois de plus avec cette fois-ci des précisions apportées par Frédéric Dachery au sujet du litige qui l'oppose à la société. J'ai récemment renouvelé auprès de monsieur le préfet ma demande d'octroi de la force publique car nous sommes dans un état de droit et l'exécution des décisions de justice et la garantie de cet état de droit indique notamment le propriétaire des terrains exploités par le carrier. Il ajoute qu'il n'y a eu aucun rapprochement en cours avec les deux parties et qu'il n'a aucune envie de s'engager dans cette voie. Autre fait divers dans l'actualité, l'interpellation d'un revendeur de tabac chimique et de banguet le 5 février à Pamandzi. Dans le cadre d'une opération de contrôle, à la vue des gendarmes, un des jeunes a jeté un sachet transparent contenant une dose de produit illicite. Placé en garde à vue, l'individu a été convoqué devant le tribunal correctionnel. On en vient maintenant à cette histoire. Mona Bako, de retour à Mayotte, est obligé de démolir sa maison située à Cavani. En effet, cette maison est construite avec du sable marin. Après plusieurs infiltrations d'eau pluviale, elle doit donc tout démolir afin de reconstruire 10 ans de vie qui disparaissent. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là, constat établi par Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Une démolition peu commune, mais pour tout reconstruire, il faut tout démolir. Après avoir perdu tous ses documents administratifs à cause des infiltrations des eaux pluviales dans sa maison, Mona Maulida regarde aujourd'hui plus de 30 ans de sa vie s'effondrer et réalise tout le temps que cela va lui prendre pour rebâtir un nouveau foyer. On veut construire en haut, on ne peut pas construire parce que le béton n'est pas assez solide pour construire. C'est pour cela qu'on est obligé de décasser toute la maison pour recommencer encore. Il ne fallait pas utiliser les sables de mer parce que là, ça fait déjà presque de 30 ans. C'est maintenant qu'on voit les conséquences. Tous les bétons en bas, là, c'est le fer. Tous les sables, les mortiers, ils sont tombés. Nabouhan, conducteur d'engins, démolit les maisons construites avec du sable marin. Depuis maintenant 10 ans, un constat, ces constructions sont en nette diminution. Expérimentées et souvent sollicitées par les particuliers depuis 1996, Nabouhan a détruit des centaines et des centaines d'habitations. On a les chantiers par rapport à la Ketsi, ou ribalisé par sécurité. Hautunda de Kakavasimtu autour, les rayons hensimtu. Les gens comme moi, au contrôler, on va virer, il est déjà va y dire. Difficulté c'est que il est mtsanga baharini. Na wakati ile mtsanga zile kaza kotrete wa bezoka na shingo. Safikie shingo ile. Yo ndata yo olesa zuma zile monule na zima zile de hodari wa putru zile. Awo jiku jumama ke putru zile za zuma zile za lemewa zaruye. Kawa sécurité tsena molbabo. Depuis quelques mois, les particuliers sont de moins en moins réticents à faire appel à des entreprises du BTP, alors qu'il y a encore 2 ans, la main-d'œuvre clandestine était préférée. Aujourd'hui, face aux nombreux cas de vols déclarés, les particuliers préfèrent faire appel à un professionnel, un chantier qui a un coût. Mona Maulida a déjà dépensé plus de 10 000 € pour ses travaux. Elle préfère donc revoir le plan de sa maison et la concevoir en plus petit, et ce, afin d'éviter de payer, dans un avenir proche, des taxes trop onéreuses. On termine ce journal avec ces images tournées ce matin par Abbas Salidi. Un incendie s'est déclaré en début de journée à Kaweni. Il s'agit du local du gardien de la DLM. La direction de la logistique et des moyens du conseil général. Les pompiers sont arrivés assez rapidement, il faut dire qu'ils étaient à côté. Il aurait fallu 10 minutes pour éteindre l'incendie, mais comme vous pouvez le voir, il ne reste presque plus rien de ce local. Fort heureusement, le gardien, lui, n'était pas sur place à ce moment-là. Plus de peur que de mal, donc, pour cet incendie qui s'est déclaré donc ce matin, on le rappelle, du côté de Kaweni. Demain, journée mondiale des malades, et puis bonne fête à Héloïse et à Séverin. Le dicton du jour à Saint-Séverin chauffe terrain. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Périne, suivie du journal en Maury et du temps de parole. Nous, on se retrouve jeudi. Demain, vous retrouverez Myriam Issouf Ali Kwahiri.